RFI, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. D'abord, les titres de cette édition. Le G5 Sahel a besoin d'argent pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ses dirigeants l'ont réitéré devant les bailleurs à Nouakchott. En RDC, présidentielle du 23 décembre, Martin Fayoulou est en campagne. Le candidat de la coalition Lamouka a choisi Béni pour le démarrage. Et nous irons dans les prisons au Kenya et en Ouganda pour voir comment, grâce aux études, certains détenus ont été transformés en juristes. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la Mauritanie. Les dirigeants du G5 Sahel se sont réunis à Nouakchott pour présenter devant les bailleurs de fonds et partenaires internationaux, dont l'Union européenne et la France, 40 projets couvrant la période 2019-2021. Ils espèrent lever près de 2 milliards d'euros pour des projets de développement et la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Blanche Sanou. À l'ouverture de cette conférence des pays du G5 Sahel, le consensus général est que des progrès significatifs ont été réalisés. La force conjointe du G5 Sahel est en train de se mettre en place. Le collège de défense est fonctionnel. La coordination entre les états-majors de nos armées s'est nettement améliorée. Toutefois, l'organisation souhaite renforcer ses projets de développement dans les zones reculées, délaissées ou abandonnées par le pouvoir central, notamment dans les secteurs frontaliers. En construisant des écoles, des centres de soins ou en offrant un accès à l'eau, les gouvernements espèrent fidéliser des populations déshéritées susceptibles de tomber sous l'influence des extrémistes. Cependant, pour éradiquer définitivement la violence extrémiste, nous devons, parallèlement à l'action sécuritaire, et au refus systématique de recourir au paiement des rançons afin de libérer des otages, ce qui n'est pas souvent le cas, déployer d'énormes efforts pour généraliser l'accès à une éducation de qualité, créer des opportunités d'emploi, instaurer un véritable état de droit. Ce cri du cœur a été entendu par l'Union européenne et la France qui ont annoncé que leurs investissements totaux s'élèveraient désormais à 1,3 milliard de dollars. Ce programme d'investissement est le bienvenu selon le ministre français des Affaires étrangères qui n'a pas manqué de féliciter la force conjointe des pays du G5 Sahel. Mettre en œuvre un dispositif qui consiste à mutualiser une partie des forces armées de 5 pays sous un commandement unique pour protéger les frontières communes, ça ne s'est jamais vu ailleurs dans l'histoire du monde. En plus de lutter contre le terrorisme, les dirigeants du G5 Sahel et leurs partenaires comptent s'attaquer également au réseau de contrebande et d'immigration clandestine qui opère dans ces vastes zones reculées de la périphérie sud du Sahara. Allons justement en Mauritanie retrouver d'autres invités. Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara et ancien fonctionnaire de l'ONU. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Les dirigeants du G5 Sahel veulent donc récolter près de 2 milliards d'euros pour lutter efficacement contre le terrorisme. Est-ce qu'une telle organisation, le G5 Sahel, peut véritablement fonctionner lorsqu'on doit compter sur des aides des bailleurs internationaux? Normalement, toutes les organisations de ce type comptent sur un appui extérieur. Les organisations internationales, la Banque mondiale, l'Union européenne ou la Banque asiatique, selon leur lieu d'opération. Ceci étant, le G5 Sahel, qui a fait beaucoup de progrès sur le plan structurel, avec un nouveau secrétaire général qui a une expérience internationale, a quand même un certain nombre de préalables à affronter pour pouvoir espérer un financement sérieux, un financement qui puisse être délivré rapidement. Et ces préalables sont d'abord une bonne gestion nationale des ressources, ce qui est le cas dans quelques-uns des pays, mais pas partout. Et deuxièmement, une plus grande intégration nationale pour rassurer les bailleurs de fonds que les ressources données vont aller au projet et pas dans
des activités qui ne sont pas inscrites ou qui ne sont même pas prévues dans les programmes soumis aux bailleurs. Alors, au-delà des moyens financiers, il y a des ressources humaines qu'on veut bien former, qu'il faut mobiliser. Est-ce que le G5 Sahel ne devrait peut-être pas élargir à d'autres pays, ne devrait pas s'élargir à d'autres pays pour une grande efficacité dans les opérations de lutte contre le terrorisme? Je pense qu'actuellement, votre question est très opportune parce qu'au début, les G5 ont voulu se consolider leur activité sur le noyau central des 5 pays, le Tchad, le Niger, le Burkina, le Mali et la Mauritanie. Mais avec le temps et compte tenu de ce qu'ils veulent combattre et de ce qu'ils veulent réaliser, ils sont invités, ils n'ont pas d'autre choix que de s'ouvrir à 2 ou 3 pays dans une première phase, 1 ou 2 pays d'Afrique du Nord et 1 ou 2 pays du Sahel, mais rester entre eux dans ce carapaçonner, même si ce n'est pas l'intention, être dans une carapace ne mène pas à réaliser les progrès envisagés. Alors, très rapidement, dernière question. Lutter contre le terrorisme nécessite aussi l'implication de la population, notamment pour ce qui est du renseignement. Est-ce que vous avez le sentiment que les populations des pays concernés par le G5 Sahel sont impliquées dans cette lutte? Officiellement, les gouvernements parlent toujours d'impliquer les populations, mais les populations sont pétries d'expérience. Elles se trouvent à des milliers, des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres. Elles ne vont pas prendre le risque de confronter un ennemi visible, présent, pour des promesses qui viennent des capitales lointaines. Je pense que ces populations sont patriotes. Elles sont prêtes à aider, mais elles sont aguerries et savent que les capitales ont d'autres préoccupations et se situent très loin de ce qui est quotidien. C'est moi qui vous remercie et désolé pour l'éclairage. Merci. Hamidou Ould Abdallah, je vous remercie. Donc je rappelle que vous êtes directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara et ancien fonctionnaire de l'ONU. Avant de développer le reste de l'actualité, ces documents consultés par l'agence France Presse selon lesquels les États-Unis veulent poser des conditions drastiques à un éventuel financement de l'ONU par l'ONU des futures opérations de paix africaines, objet d'un projet de résolution dont la Côte d'Ivoire souhaite l'adoption prochaine. Ce projet des 3 membres africains actuels du Conseil de sécurité, l'Éthiopie, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, soutenus par la France et la Chine, prévoit au cas par cas la possibilité d'un financement onusien allant jusqu'à 75% du coût d'opération mené par des Africains. Pour ces concepteurs, le projet vise à avoir une résolution cadre qui fixe donc le principe d'un cofinancement pour l'avenir, explique un diplomate sous couvert de l'anonymat. Campagne électorale en République démocratique du Congo. Le jet privé de Martin Fayulu a atterri à l'aéroport de Beni dans l'est du pays en fin d'après-midi. Beni, c'est la ville que le candidat de la coalition Lamuka a choisi pour commencer sa campagne. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Martin Fayulu en a expliqué les raisons à Anastasie Tudièche, notre correspondante à Kinshasa. Martin Fayulu en est convaincu, il est porteur des solutions qui redresseront le Congo. Et il tire sa légitimité, notamment de son parcours. Je suis d'abord un homme d'entreprise, c'est-à-dire un haut cadre d'entreprise qui a fait ses preuves. Et j'ai été mobile, devenu ExxonMobil. Et je suis rentré et j'ai investi dans le business pour me permettre de vivre décemment et de faire de la politique sans être corrompu. Parce que l'intégrité, pour moi, c'est une valeur cardinale sur laquelle on ne peut pas transiger. Et s'il était élu, quelle serait la première action des 100 premiers jours du candidat de la coalition Lamuka? On doit décréter une urgence agricole. Donc, en 100 jours, les 100 premiers jours, les choses seront mises en place pour commencer des cultures, des maïs, par exemple. Lutter contre la faim, c'est la clé. Arrêter la corruption, c'est la clé. Voilà, et l'éducation. C'est 4 priorités pour nous, pour lancer le vaste programme que nous avons sur les infrastructures.
Autre caractéristique de M. Fayulu, qui selon certains analystes lui coûte des voix, différents sondages le placent derrière M. Tshisekedi et Shadari, son appel au vote sans utiliser la machine à voter. Que fera-t-il le 23 décembre? Je vais voter avec le bulletin papier, mais les citoyens congolais me le disent clairement, il ne faut pas toucher à cette machine parce que c'est la tricherie. Quant au choix de Béni pour commencer sa campagne, c'est un symbole important, Béni. Mes frères et sœurs de Béni ont souffert et continuent de souffrir. Après Béni, les supporters de Martin Fayulu l'attendent à Butembo. À Kinshasa, pour VOA Afrique, Anastasie Tudièche. Merci Anastasie. Au Togo, l'opposition a décidé ce jeudi de maintenir les manifestations qu'elle compte organiser pendant une dizaine de jours entre le 8 et le 18 décembre pour exiger l'arrêt du processus électoral menant aux législatives du 20 décembre. Décision prise malgré l'interdiction des protestations en question par le ministre togolais de l'administration territoriale pour cause des risques très élevés de troubles graves à l'ordre public. Dans une interview accordée à une radio locale, Brigitte Adjamakbo Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition, a rejeté cette interdiction du gouvernement. L'opposition a déjà annoncé qu'elle allait boycotter les législatives du 20 décembre. Au Rwanda, Diane Rwigara est libre. L'opposante et critique du président Paul Kagame a été acquittée ce jeudi par un tribunal de Kigali. Diane Rwigara était accusée, entre autres, de falsification de documents et incitation à l'insurrection suite à sa décision de briguer la magistrature suprême face au président Paul Kagame lors de la dernière élection présidentielle. Des charges dénoncées comme politiques par l'intéressé et qui lui ont donc valu d'être emprisonné pendant plus d'1 an. Selon le jugement rendu par un panel de 3 juges, les charges retenues par l'accusation sont sans fondement. Les 5 autres accusés de Mme Rwigara dans cette affaire, dont sa mère Adeline, ont également été acquittés. Faire des études pour sortir de prison, c'est ce sur quoi misent certains détenus africains. Un projet dénommé Prison africaine permet déjà à certains de se transformer en juristes. C'est notamment le cas au Kenya et en Ouganda où une telle assistance est souvent rare. Grâce à ce projet, des centaines de prisonniers ont recouvré la liberté dans ces 2 pays. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo. Centre de détention de Kamiti au Kenya. Ici, les prisonniers sont pour la plupart analphabètes, mais surtout pauvres. Ils disposent donc de peu de moyens pour engager un avocat pour les défendre devant les tribunaux ou réclamer le respect de leurs droits humains. C'est ainsi qu'Alexander McLean, alors étudiant en droit dans une université britannique, décide de mettre en place le projet Prison africaine après avoir été bénévole dans des prisons en Ouganda. Ce sont des gens n'ayant pas eu accès à la justice à cause de leurs antécédents. Donc, l'organisation vient donner à ces prisonniers les moyens d'accéder à la justice et de prendre en main leur destin. L'expérience peut transformer les détenus et même la façon dont ils sont traités. Georges Karaba, 45 ans, avait été inculpé de meurtre et condamné à mort. Il était désespéré. À présent, il demande une grâce présidentielle et est devenu un administrateur avec un rôle de premier plan parmi ses pairs ici à la prison de Kamiti. Maurice Kaberia se trouvait dans le couloir des condamnés à mort et avait perdu tout espoir lorsqu'il a découvert ce programme. L'ancien policier avait été emprisonné pour vol avec violence et il avait clamé son innocence et dit être victime d'un montage sans succès. Rejoindre ce programme m'a redonné vie. J'ai su qu'il était possible de penser plus grand, que les murs ne devaient pas me limiter. Entre janvier et octobre 2018, 800 prisonniers ont été libérés selon le projet des prisons africaines. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. De plus en plus de cas de contamination et de décès dus à la rougeole en 2017. En cause, la faible couverture vaccinale. C'est ce que révèle un rapport rendu public par l'OMS. Suite et fin ce jeudi de notre série consacrée aux adoptions transraciales. Nous suivrons le cas d'Angela, adoptée à 1 an et qui a retrouvé ses parents biologiques à l'âge de 26 ans. Et ne manquez pas les sports avec Yacouba Ouedraogo. Il nous parlera notamment de l'affiche des 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mouamadou Oumfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mouamadou. Bonsoir John. Aujourd'hui, nous parlons de la rougeole. Un rapport de l'OMS rendu public le 30 novembre dernier indique que les cas de rougeole ont augmenté au niveau mondial pour l'année entre 2016 et 2017. Pourquoi cette augmentation ? Oui, effectivement, John, il y a eu une augmentation des cas au niveau mondial. Plus de 173 000 cas ont été notifiés en 2017 contre environ 132 000 en 2016. Il y a également eu une hausse pour ce qui est des décès avec environ 110 000 morts en 2017 contre 89 000 à peu près en 2016. Selon le rapport de l'OMS, cette hausse des cas de contamination et des décès est due à des lacunes de la couverture vaccinale qui plafonne à 85% d'enfants vaccinés alors qu'une couverture de 95% est nécessaire pour prévenir les flambées. Pour l'Alliance du vaccin Gavi, cette augmentation des cas de rougeole est le fait de plusieurs phénomènes. Il y a par exemple un relâchement de la vigilance à l'égard de la maladie qui est, il faut quand même le reconnaître John, un net recul. Mais il y a aussi la diffusion des fausses informations sur le vaccin et d'autres facteurs comme la fragilité du système de santé dans certains pays avec par exemple les problèmes d'accès aux hôpitaux et de conservation de vaccins, tous ces problèmes qui justement retardent la vaccination des enfants. Mouamadou, parlons justement de vaccination. Comment ça se passe? Quand doit-on se vacciner et qui doit se vacciner? Oui, tout le monde peut être vacciné, John, mais le vaccin est vivement recommandé dès l'enfance parce que les enfants ont un système immunitaire fragile. Les enfants doivent être vaccinés après 6 mois parce qu'à ce moment, ils cessent d'être protégés par les anticorps que leur transmet leur maman et développent leurs propres anticorps. À ce moment, ils reçoivent une première dose de vaccin puisqu'il faut 2 doses, John. Selon les recommandations du médecin, ils doivent revenir recevoir leur seconde dose et il faut noter à ce propos que selon l'OMS, beaucoup de parents ne ramènent pas leurs enfants pour recevoir la seconde dose. Au niveau mondial, 85% de gens reçoivent la première dose, mais seulement 67% reçoivent effectivement la seconde dose. En tout cas, il faut s'assurer qu'à 18 mois, l'enfant a reçu les 2 doses de vaccin pour se protéger contre cette maladie qui n'a pas de traitement spécifique pour le moment parce que la prise en charge à ce jour consiste à traiter les complications qui peuvent être très graves. Merci Mouamadou Oumfa et on se retrouve donc jeudi. Mais vous restez avec nous, on va parler d'autre chose. Place à notre 5e et dernier épisode de la série consacrée aux adoptions transraciales. Angela Tucker a été adoptée à l'âge d'1 an et elle a grandi à Bellingham, dans l'État de Washington. Très jeune, elle a exprimé l'envie de retrouver ses parents biologiques, ce qu'elle a réussi à faire à l'âge de 26 ans. Pouvoir les connaître lui a permis de se sentir enfin en harmonie avec elle-même. Reportage de Claire Borin-Gibault. Une partie de ma vie est un mystère pour moi. Je suis née dans une famille et tout à coup, j'ai eu de nouveaux parents. À 9 ans seulement, Maggie se pose déjà beaucoup de questions sur son adoption et son identité. Elle est l'une des 3 filles d'Amy et Brett Bottommead qui ont eu 2 enfants biologiques, Sophia, 16 ans, et Julia, 8 ans.
L'adoption d'un enfant de couleur est plus complexe. À des moments, j'ai eu l'impression que je ne pourrais jamais être une suffisamment bonne maman pour elle. Comment avais-je pu être si arrogante et si sûre de moi pour penser que je pourrais réussir? Tout le monde se cherche à un moment de sa vie. Je pense que pour les enfants adoptés, en particulier pour les enfants de familles transraciales, savoir qui ils sont est un travail qu'ils ont à faire en permanence. Lorsque son adoption et ses origines ont commencé à tarauder Maggie, ses parents ont cherché à se faire conseiller. Ils ont rencontré Angela Tucker, qui travaille à Amara, une agence d'adoption à Seattle. Elle a réalisé un documentaire sur la recherche de ses parents biologiques. Retrouver ma mère biologique m'a vraiment apaisée. Et puis enfin voir quelqu'un qui me ressemblait comme mon père de naissance, c'était incroyable. En 2010, Angela a rencontré ses 2 parents biologiques qu'elle voit désormais régulièrement, notamment Deborah, sa mère de naissance. Être avec toi est un bonheur, c'est un cadeau de Dieu. La recherche d'Angela a été difficile pour sa mère adoptive, mais avec son mari, ils ont toujours encouragé leur fille. J'avais l'impression que si Angela rencontrait sa mère de naissance, j'allais être remplacée en quelque sorte. Mais sa détermination m'a aidé à comprendre combien c'était important pour elle. La recherche d'Angela a été plus facile pour David, son père adoptif. J'ai eu le bonheur intense de l'élever depuis ses 1 an jusqu'à son entrée à l'université. Les enfants deviennent des adultes et si une nouvelle personne doit devenir capitale dans leur vie, eh bien cela ne changera rien à ma relation avec elle. Oui, je pense que cette recherche l'a rendue plus forte. Et maintenant, elle peut aider d'autres adoptés dans leur recherche. Très émouvant tout cela. Accueillons donc sur ce plateau Claire Morin-Gibour qui a réalisé ce documentaire. Bonsoir Claire. Bonsoir John. Nous ne venons de voir qu'elle a le 5e épisode, mais vous avez, c'est pas tout ce qu'on a à voir, n'est-ce pas? Et non, j'en ai gardé. En fait, ces versions télé, c'est qu'une toute petite partie du documentaire qui sortira par épisode sur les réseaux sociaux en long format de 10 minutes. Et nous préparons également un site dédié où il y aura de nouvelles vidéos, des graphiques et du nouveau contenu. Alors, les histoires que vous décrivez sont poignantes, parfois terribles, particulièrement l'épisode sur les violences policières ici aux États-Unis. Finalement, c'est si difficile d'adopter? Alors, l'adoption, c'est tout d'abord un bonheur. Il faut se rappeler, John, que tous ces enfants, soit ils ont perdu leurs parents, soit ils sont en orphelinat, soit ils sont en foster care. Donc c'est avant tout une histoire de construire des nouvelles familles. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier les difficultés d'être noir aux États-Unis. Et c'est pour ça que tout spécifiquement, ces adoptions transraciales sont un petit peu plus dures, car tous ces parents blancs n'ont aucune idée. Ils ont une idée très partielle de ce qu'est la réalité. Claire Morin-Gibour, je vous remercie d'être venue et bravo pour cet excellent documentaire sur les adoptions transraciales. Merci. On va parler de sport maintenant, Claire, avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, que se passe-t-il dans la Ligue des champions d'Afrique? Bonsoir à tous, bonsoir à vous, John. Rien de grave, sinon que ce sont les 16e de finale qui s'annoncent. 30 équipes sont en lice, exemptées de tours préliminaires. De grosses formations font leur entrée dans la compétition. Le Wydad Casablanca fera face au Jaraf Dakar. Mission compliquée par contre pour les Éthiopiens de Djima Abajifa devant les Égyptiens d'Al Ahly. On se rappelle, finaliste malheureux de la dernière édition.
Le TP Mazembe jouera contre les Zambiens de Zesco United et l'AS Vita Club contre Bantu du Lesotho. Au programme aussi, un derby nord-africain entre la JS Saoura et l'Etihad Tanger et le choc ouest-africain à ne pas manquer entre le Stade malien et l'ASEC Mimosa. Les matchs allés se joueront en fin de semaine prochaine. Les oppositions des 16e de finale sont aussi connues en Coupe CAF, tenant du titre. Depuis dimanche dernier, le Raja Casablanca affrontera les Gabonais du Cercle Mbéry Sportif. De son côté, l'Étoile du Sahel défiera le stade d'Abidjan dans une des affiches de ce tour, avec aussi à suivre Hassania Agadir, Génération Foot du Sénégal. Les matchs DC Motema Pembe, FC San Pedro, Zamalek AS Coton Tchad et l'USM Belabès et Nungu Rangers vaudront également bien le détour. Les 16 qualifiés rejoindront les barrages où ils affronteront les reversés de la Ligue des Champions pour une place en phase de groupe. Ici, aux États-Unis, beaucoup attendu les retrouvailles entre Cleveland et Golden State, adversaires des 4 dernières finales NBA, ont simplement viré à la démonstration des Warriors. Sans LeBron James, recruté l'été dernier par les Lakers, Cleveland s'est enfoncé dans les profondeurs de la conférence Est. Les Cavaliers ont tenu le choc pendant 2 périodes et demie avant de laisser filer les doubles champions en titre. Stephen Curry a livré son 2e match le plus prolifique de la saison après les 51 points marqués fin octobre contre Washington, on se rappelle encore. Il a fini la rencontre avec un 9 sur 14 pour les tirs à 3 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Voilà, merci Yacouba Ouedraogo. Et c'est presque terminé pour ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.